Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les façons de fidéliser vos représentants aux ventes. Mon nom est Josée Hamelin, je suis la rédactrice en chef du magazine Autojournal. Ce matin, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Yvon Deguire. Yvon est président du groupe Performance YD et de l'Académie de la vente. Bonjour Yvon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, j'inviterai les gens qui sont en ligne avec nous à nous poser les questions. On va faire le déroulement du webinaire, mais on va aussi répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur notre sujet qui est la rétention des conseillers aux ventes. Donc, on va attaquer le vif du sujet, si tu le veux bien. Allons-y. J'aimerais d'abord que tu me dises quelles sont les qualités d'un bon vendeur? En fait, les qualités d'un bon vendeur, à mon avis, résident dans 3 éléments importants. La première, c'est l'attitude. Une personne qui a la bonne attitude, qui est capable de démontrer un intérêt véritable pour servir la clientèle, c'est la première des choses. La deuxième, dans les aptitudes. L'aptitude, on parle ici de façon de travailler avec la clientèle, les étapes de vente qui sont appliquées, la façon, par exemple, de bien questionner le client pour connaître ses besoins, la façon dont on va s'y prendre pour présenter le véhicule par rapport aux objectifs du client. Il faut que le vendeur soit un fin négociateur. Le troisième élément, c'est l'indice de satisfaction à la clientèle. Un bon vendeur a un indice de satisfaction à la clientèle qui est élevé. Donc, un client satisfait en tout temps. OK. Puis, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Il y a un fort roulement au niveau des ventes. Comment, dans le fond, les employés partent, qu'est-ce qui entraîne ces départs-là? Puis comment on les prévient, ces départs-là? En fait, il y a 2 raisons qui reviennent tout le temps. La première, c'est on a congédié un vendeur qui, par exemple, n'avait pas fait suffisamment de ventes. Donc, ses performances en vente ne sont peut-être pas toujours là. Donc, on a congédié, on demande un autre vendeur. Ou le vendeur a carrément démissionné parce que, par exemple, il ne fait pas assez de revenus, puis il tente d'aller dans un autre concessionnaire pour faire plus d'argent. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent. Puis, de ton expérience, est-ce que tu considères qu'on laisse assez de temps aux nouveaux vendeurs pour faire leurs preuves? Puis, combien de temps ça pourrait prendre former un vendeur? Bien, en fait, c'est ça. Dans l'industrie, là, on n'est pas très patient. C'est sûr certain que les concessionnaires ont un certain nombre de ventes à faire. Le constructeur automobile demande des quotas. C'est sûr certain qu'eux autres, ils doivent livrer. Et d'avoir un nouvel employé, par exemple, ça peut prendre plusieurs semaines avant qu'il soit autonome, plusieurs semaines avant qu'il performe. Et il faut qu'il apprenne le produit, il faut qu'il apprenne la philosophie de l'entreprise. Donc, ça prend du temps. Et dans l'industrie qu'on vit actuellement, je pense qu'on n'a pas toujours assez de temps pour les nouveaux conseillers aux ventes. OK. Donc, il faut prendre ce temps-là, il faut l'investir. Il faut le prendre, c'est investir dans le temps et argent avec nos employés si on veut créer de la rétention. OK. Puis, comment est-ce que je peux m'assurer que les employés que j'ai sur le plancher dans la salle de monde vont travailler en équipe et ne seront pas nécessairement en compétition entre eux? Bien, en fait, ça va un petit peu avec la philosophie de l'entreprise. Ça va aussi avec le directeur des ventes dans sa façon de faire. Le directeur des ventes, souvent, on dit que c'est un coach. Alors, lui peut encourager, par exemple, l'esprit d'équipe pour que tout le monde travaille ensemble, qu'il y ait de l'entraide. Aussi, la compétition, il n'y a rien de mal vraiment dans la compétition, si c'est une compétition saine. Souvent, dans des équipes de vente, les meilleurs vendeurs, c'est des gens qui aiment compétitionner. Encore une fois, c'est le directeur des ventes qui donne le ton. Donc, encourager l'esprit d'équipe, c'est bien. Une compétition saine aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, est-ce que tu juges, par exemple, que redistribuer un boni mensuel à la fin du mois, ça peut aider à cette cohésion-là dans le groupe? Oui, en fait, oui, une bonne commission sur un véhicule, c'est sûr, certain que c'est motivant pour le conseiller. Un boni mensuel, mais s'il y a des bonis mensuels qui sont d'équipe, ça peut faire l'effet contraire aussi. Parce que la personne qui performe, qui fait toujours ses ventes, puis qu'il y a 2, 3 personnes qui l'empêchent d'aller chercher le boni d'équipe, alors ça peut être aussi décourageant au lieu d'être motivant. On parlait de vente. On a une question qui est rentrée du web, à savoir M. Vézina, qui aimerait savoir combien de véhicules un bon vendeur devrait vendre chaque mois. En fait, c'est un petit peu partagé, dépendamment du genre de véhicule qu'on vend. Mais en général, on calcule toujours 100 ventes par année par conseiller aux ventes. Okay. Généralement, c'est ce qu'on entend. Ça veut dire que si on a un objectif par exemple, un objectif de 1000 véhicules cette année, généralement, on va employer 10 vendeurs, 10 conseillers aux ventes. Donc, ça veut dire qu'en principe, on devrait avoir 8, 9, 10 ventes
par mois en moyenne. C'est sûr qu'en janvier puis en mars, ce n'est pas le même nombre de véhicules, mais en moyenne, c'est 100 véhicules par conseiller qu'on voit dans l'industrie actuellement. OK. Puis tout à l'heure, on a abordé un petit peu les valeurs de l'entreprise. Ce serait quoi les trucs simples qu'on peut appliquer au quotidien pour favoriser l'ambiance, une bonne ambiance de travail au sein de mes équipes? Bien, en fait, la première des choses, il faut que les conseillers se sentent respectés. Il faut que les conseillers se sentent encouragés. Il faut que les conseillers se sentent motivés. Et encore une fois, c'est le directeur des ventes, c'est le coach, en fait, qui s'occupe de ça. Donc, en fait, si on veut créer de l'ambiance, il faut créer de l'entraide. Puis, encore une fois, c'est le directeur des ventes qui donne le ton là-dessus. OK. Puis je pense que ça aussi, ça part dès l'embauche. Donc, dès l'embauche, c'est quoi les petits gestes que je peux faire pour intégrer mes vendeurs, puis que ce soit plus facile pour eux? Bien, premièrement, pour intégrer un nouveau conseiller, il faut que la personne se sente la bienvenue. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, parce qu'un nouveau vendeur, ça peut défaire un peu l'atmosphère ou ça peut en fait décourager certains de l'équipe, par exemple, qui va voir un nouveau vendeur. Donc, on va avoir peut-être à répondre un peu moins sur le plancher. Mais dans l'intégration, il faut qu'ils sentent la bienvenue. Deuxièmement, le directeur des ventes doit quand même écrire clairement, pour une bonne compréhension, doit écrire clairement quelles sont les attentes, les tâches et les résultats auxquels on s'attend de l'employé. Donc, il faut que ça soit clair au début. Donc, l'intégration, il faut qu'il sente la bienvenue, mais il faut qu'il sente aussi qu'il va avoir du support, du soutien, il va avoir la formation requise et on va l'encadrer aussi tous les jours. Je pense que tu me disais tout à l'heure, hors d'onde, tu as vécu une belle anecdote dernièrement en concession là, par rapport à ça. Oui, il y a quelques mois, il y a une jeune femme qui a commencé comme conseillère en vente. Et à sa première journée de travail, elle est rentrée à la concession, elle a rencontré le directeur des ventes qui lui a donné les premières consignes. Puis après ça, lorsqu'elle est sortie de du bureau du directeur des ventes pour se rendre à son poste de travail, toute l'équipe des ventes se sont levés et ils l'ont applaudi. Alors, encore une fois, cette personne-là, certainement, se sentait la bienvenue. Oui, on peut supposer que ça l'a aidé à sa rétention. Certainement. Aussi, au niveau rétention, il y a tout l'aspect formation. Tu le dis, si je ne me sens pas appuyée, peut-être que je vais moins bien performer. Puis en quoi cette formation-là adéquate est primordiale pour assurer la rétention? Bien, en fait, la première des choses, une bonne formation, la formation qui est requise pour une nouvelle conseillère, un nouveau conseiller, ça va donner de l'assurance pour savoir comment agir avec la clientèle, quoi faire, ne pas faire. Et en fait, ça va donner de l'assurance et ça va certainement aider à la performance. Donc, une formation est absolument essentielle. Après ça, bien, il s'agit au directeur des ventes de continuer à encadrer suite à la formation. OK. Puis on parle de formation, et on parle aussi de rétribution. Quelle reconnaissance? On a tous des systèmes de boni ou de reconnaissance à l'interne. Lesquels seraient les meilleurs, les plus efficaces pour garder les employés? Disons que c'est difficile à dire. Depuis longtemps, on travaille avec un salaire de base, on travaille avec des commissions, on travaille avec les bonis. Je ne sais pas si aujourd'hui, on ne devrait pas changer ces choses-là. Il y a peut-être, avec la nouvelle génération, peut-être qu'un salaire fixe ou un taux horaire serait peut-être plus approprié. Je pense que ça demanderait un certain débat là-dessus parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore ce qu'on devrait faire, payer salaire de base, commission, boni. Il y a des gens aussi qui n'adhèrent pas dans l'automobile parce qu'ils ne peuvent pas envisager d'être payés à commission. Ils envisagent davantage d'avoir une sécurité, un salaire qui est fixe ou un taux horaire. OK. Puis, actuellement, un des problèmes de l'industrie automobile, c'est qu'elle doit se battre avec d'autres secteurs qui cherchent aussi à embaucher du personnel. Fait que comment, comme employeur, je peux me distinguer puis offrir des meilleures, peut-être, conditions à mes employés? Bien, en fait, c'est ça. C'est surtout, moi, je pense que ça se fait avec toute la philosophie qu'on trouve chez un concessionnaire, de quelle façon on traite nos candidats, nos nouveaux candidats. Je pense que c'est important de donner de l'appui, du soutien, la formation requise, des encouragements. Il faut motiver nos troupes. Alors, encore une fois, c'est un petit peu quand je reviens avec l'histoire du coach. C'est comme une ligne sportive, ça prend un bon coach. Et le coach doit faire en sorte d'amener son équipe à un autre niveau. Donc, il est responsable de la performance et d'augmenter la performance de l'équipe. OK. Donc, on a une autre question qui est rentrée du public, à savoir combien de conseillers aux ventes je dois avoir idéalement en concession? Peut-être on a un nombre minimum? Bien, en fait, ça dépend toujours du nombre de ventes qu'on veut faire. Ça dépend aussi, surtout, du nombre de gens qui rentrent à la concession.
Je pense qu'encore une fois, pour faire une bonne gestion, ce qu'on appelle une gestion de plancher, c'est de faire en sorte que tout le monde ait répondu au bon moment, qu'il n'y a pas d'attente pour la clientèle. Ça, c'est important. Alors donc, comment est-ce que je m'excuse le terme anglophone, mais le nombre de walk-in, comment est-ce qu'il y a de personnes qui se présentent? S'il y a beaucoup de gens, bien, comme de raison, ça en prend plus d'employés. Ça dépend beaucoup de chacune des concessions, du trafic qu'il y a à l'intérieur et du nombre de ventes qu'on veut faire pendant l'année. OK. Donc, c'est variable en fonction de chaque... C'est très variable. Il y a des concessions qui ont trois conseillers aux ventes. Il y a des endroits où il y en a 15. Alors, encore une fois, ça dépend de la grandeur, de la clientèle, puis du trafic. OK. Donc, si tu le veux bien, maintenant, on va passer aux questions en rafale. Bien sûr. À savoir, à part chez mon compétiteur, où est-ce que je pourrais trouver ça, une bonne recrue aux ventes? Une bonne recrue aux ventes, il y a des compagnies, il y a quelques compagnies sérieuses qui vont recruter des gens pour des concessionnaires. Mais ça, mis à part, on retrouve souvent de très bons candidats dans d'autres domaines. La personne, un bon conseiller aux ventes qui vend des cellulaires, qui vend des meubles. On a trouvé des gens extraordinaires qu'on a adhérés dans l'automobile, qui viennent de différents d'autres marchés, puis qui performent. Donc, des performants qui viennent de d'autres secteurs peuvent très bien intégrer l'automobile à partir du moment où on leur donne une formation. OK. Puis, tu parles de formation, mais combien de temps ça me prend pour prendre une nouvelle recrue, la rendre autonome, et puis aussi qu'elle ait réussi à développer sa propre clientèle? En fait, il y a deux questions dans ça. La première des choses, pour être autonome, une nouvelle recrue, un nouveau conseiller, une nouvelle conseillère, ça peut prendre facilement entre 3 à 6 mois. Encore une fois, le travail qui est fait à la concession peut aider dans l'encadrement, la formation, le suivi et tout ça. Et aussi, pour bâtir son portefeuille de clients, moi, je dirais que ça prend des années. Combien d'années exactement, je ne sais pas. Encore une fois, si on a un bon conseiller aux ventes, il va avoir beaucoup de références. Il va bâtir sa clientèle encore plus rapidement qu'un autre. Mais ça prend plusieurs années avant de bâtir sa clientèle, ça c'est sûr. Puis on parle de références. Est-ce que les références, on les demande d'emblée? Il ne faut pas se gêner, je pense, pour les demander quand elles sont positives. Absolument. Je pense qu'on peut le faire. Et puis, mais aussi, il y a des gens qui vont vous référer à partir du moment où le travail est bien fait, qu'on a un client satisfait. C'est pas rare de voir des gens qui vont référer à des conseillers des nouvelles références. On a une nouvelle question qui est rentrée du web. Donc, Jacques Hubert qui nous demande un salaire de base, oui, mais à condition que le nouveau venu participe activement à la prospection. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Je n'ai pas compris la question. Lui semble dire que oui, il serait d'accord à offrir un salaire de base, mais à condition que le nouveau prospect cherche des clients aussi. Donc, ça ne se fie pas seulement sur ses collègues, j'ai l'impression. Non, c'est une très bonne question. En fait, c'est sûr et certain aujourd'hui, les temps ont changé. Le conseiller aux ventes, comme aujourd'hui, on va peut-être répondre une fois ou deux. Il y a beaucoup de temps où la personne peut faire sa propre prospection. C'est révolu le temps où ça rentrait, là, la porte n'arrêtait pas d'ouvrir, là, et il y avait beaucoup de trafic. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Les gens sont plus sur le web. Alors, il y a moins de trafic. Je pense que, oui, aujourd'hui, il faut qu'un nouveau conseiller fasse lui-même sa prospection. Il faut que lui tente de bâtir sa clientèle aussi et non pas attendre simplement que la porte rouvre. Donc, il faut être plus proactif. Ah, définitivement. Définitivement. Moi, je pense que je surferais sur la question de M. Hubert, à savoir quel salaire de base je devrais offrir à mes représentants. Est-ce qu'il y a un taux fixe? Qu'est-ce que tu vois sur le marché? Ce que je vous dis, c'est ça, c'est qu'on voit généralement 150, 200 $. C'est ce qu'on voit en général dans l'industrie. Mais on connaît les extrêmes. Encore la semaine passée, quelqu'un me disait qu'il n'y avait aucun salaire de base dans cette concession-là. Il y a des endroits où on est rendu à 500 $ par semaine de salaire de base. Mais ça, c'est des extrêmes. Généralement, c'est 150, c'est 200. Mais comme je disais tantôt, je pense que c'est des choses qu'il faudrait revoir. Oui. Puis, quel salaire annuel, par exemple, devrait gagner un bon conseiller aux ventes? Bien, dès la première année, je pense que le minimum, c'est 45 000. C'est le minimum. En bas de 45 000, à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je fais en bas, si un nouveau candidat, une nouvelle candidate fait en bas de 45 000, à mon avis, elle n'est peut-être pas à sa place, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça devrait être 45 000. Après ça, ça va être plus avec les années qui vont suivre. OK. Puis là, actuellement, on vit une pénurie de main-d'œuvre. On est peut-être plus porté à tolérer des comportements qu'on ne tolérerait pas habituellement. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Je pense qu'on peut être tolérant, vous avez raison, mais par contre,
il reste une chose, c'est tant et aussi longtemps qu'on est capable de donner le même meilleur service à notre clientèle. Exemple, si j'ai des employés qui devraient débuter à 9 heures, puis mes employés rentrent à 9h20 ou 9h15, à ce moment-là, j'ai peut-être un client qui est sur le plancher qui, lui, n'a pas été répondu. Donc, je manque au service que je devrais offrir à cette clientèle-là. Là, c'est là où je ne suis pas d'accord. Mais oui, probablement, avec la nouvelle génération, il faut être un petit peu plus tolérant. Puis, au niveau on a parlé tantôt brièvement des bonnies mensuels. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes, que ceux-ci, par exemple, si on atteint les cibles du constructeur, qu'on redistribue les bonnies à tout le monde? J'entends parler que oui, souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est redistribuée. Est-ce que c'est fait partout? Ça, je ne sais pas. Mais j'entends parler que oui, effectivement, le directeur des ventes va redistribuer un certain montant sur la partie qu'ils ont reçue du constructeur. Oui. Okay. On a une autre question qui rentre du web, à savoir, est-ce que ça s'enseigne en concession, vraiment le spécifique, des formations spécifiques pour le closing, donc pour justement réussir à mieux conclure les ventes? Certainement. Certainement, il y a des formations qu'on fait, oui, en concession pour améliorer le closing. Donc, dans les concessionnaires, il y a des équipes. Souvent, on cherche à monter de 20 à 25 à 25 à 30 et même, il y a des concessionnaires qui vont performer en haut de 40 de closing. Alors oui, ça se travaille, oui, puis il y a des formations à cet effet, effectivement. Puis tu as donné un chiffre, j'ai trouvé ça intéressant. Le taux de closing, habituellement, ça serait quoi, selon toi? C'est un petit peu partagé. Encore une fois, il y a des concessionnaires qui visent... il y a des véhicules qui sont un petit peu plus accessibles que d'autres, avec des programmes de location, avec de petites mensualités, et ça va favoriser le closing comme de raison par rapport à d'autres dans l'industrie. Mais on entend souvent le 40 On entend souvent le 40 Dans le cas des véhicules d'occasion, c'est plus que ça. C'est 50 et plus, parce qu'en fait, à toute fin pratique, le véhicule est unique. OK. Puis on parle beaucoup de concilier aussi le travail, la famille, d'accommoder les jeunes. Est-ce que travailler les week-ends, c'est encore un incontournable? C'est presque obligatoire. Presque tout le monde est ouvert les samedis maintenant, si on parle de la grande région de Montréal, du moins. Le dimanche, ceux qui étaient ouverts ont fermé, parce que je pense que le dimanche, il n'y a presque plus personne qui est ouvert le dimanche. Mais le samedi, on ne peut plus reculer. Le samedi est là, d'après moi, pour rester. Et simplement que les conseillers font 5 jours. Et ils vont prendre une journée dans la semaine pour changer la journée de congé qui, normalement, aurait eu le samedi. Puis encore une fois, le conseiller, normalement, il va faire un samedi sur 2 ou un samedi sur 3. Ça va dépendre du nombre d'employés qu'il y a pour les ventes. Donc, c'est une rotation. C'est pas toujours le même qui fait le samedi. Mais j'ai été surpris d'apprendre qu'il y a certaines personnes qui aiment travailler le samedi. Ah oui, il y a plus d'entrées peut-être en concession. C'est différent. Le client est différent le samedi. OK. Mais est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant qu'on termine? Bien, en fait, la seule chose qu'on remarque dans l'industrie, peut-être je voulais aborder ce sujet, c'est qu'on change beaucoup de vendeurs, puis peut-être qu'on n'investit pas assez. Il y a des concessionnaires, là, c'est récurrent. On cherche carrément tout le temps à changer les vendeurs, c'est presque à l'année. Il y a peut-être quelque chose qu'on devrait peut-être se poser comme question, comment ça se fait qu'il y a tant de roulement? Alors, moi, je pense qu'il faudrait prendre peut-être plus de temps, argent, formation, encadrement, pour s'assurer qu'on a moins que ça tourne moins dans l'industrie. Il me semble que dans un concessionnaire, de changer des vendeurs presque à tous les mois, je me poserais des questions. Alors, il ne faut pas banaliser le poste de conseiller aux ventes, puis je pense que ça vaut la peine d'investir. De ne pas prendre cette personne-là pour un numéro. Exactement. Ça ne marche pas après 2-3 semaines, on change. Là. Il me semble que ça, c'est révolu. Oui, je suis bien d'accord. Bien, merci beaucoup, Yvon. Merci infiniment. Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres. Si jamais vous avez manqué ce webinaire, vous pouvez le regarder à nouveau sur Autosphère, dans autosphère.ca, dans la rubrique événements. Moi, ce que je retiens de cette rencontre avec Yvon, c'est que peut-être que quand il y a du roulement, il faut accepter de faire une légère introspection et de se questionner sur nos pratiques d'entreprise, mais qu'il y a aussi tout l'aspect rétribution des conseillers aux ventes qui va être à regarder et puis à analyser si on veut justement réussir à retenir nos employés. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous ce matin.